Bonjour et bienvenue chez vous dans les témoins d'outre-mer. Aujourd'hui, dans notre grande discussion, on parle de la demande en mariage. Vous hésitez à vous lancer, vous cherchez des idées. Nos invités vont partager avec vous vos conseils et leur expérience. Et pourquoi pas commencer par un bon petit dîner romantique. Je valide. Ça pose bien le cadre. Ça tombe bien parce que Leslie Belliot nous accompagne toute la semaine en cuisine. Ça va, Leslie? Ça va très bien, Sonia. Aujourd'hui, c'est Karima, Leslie, qui s'adresse à vous depuis Mayotte. Chaud, 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 chocolat. Bonjour. Comme vous l'avez remarqué, j'adore les desserts à base de chocolat. Est-ce que vous auriez une idée de recette un peu spéciale et fraîche? Pourquoi pas avec des agrumes à me proposer? Merci beaucoup. Au revoir. Alors, chocolat agrumes, ça c'est un mélange qui marche bien en cuisine. Ça matche très bien. D'ailleurs, on peut utiliser plusieurs types de chocolat avec plusieurs autres associations d'agrumes. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le chocolat blanc et d'en faire des petits cœurs moelleux chocolat blanc que je vais associer au citron vert. Et oui, le sujet du jour m'a inspiré. Bah oui, on parle d'amour aujourd'hui. Dans le romantisme. Et donc voilà, des petits moelleux, donc avec du chocolat blanc. Alors le chocolat blanc et le citron vert, je trouve que c'est une association qui matche très très bien. On a le côté citron vert qui va apporter un peu de fraîcheur, un peu de peps, avec le côté doux du chocolat. J'ai choisi un chocolat pur cacao, beurre de cacao, pardon. Pur beurre de cacao. Voilà, c'est assez important en pâtisserie pour avoir quelque chose de plus agréable. Donc bien faire attention à regarder sur l'emballage. Pur beurre de cacao. On lit bien l'étiquette pour choisir le bon chocolat. Tout à fait. Et alors, comment on procède, Leslie, pour ces petits cœurs coulants? Voilà, alors on va faire fondre notre chocolat avec notre beurre. Après, on va incorporer les différents ingrédients. Donc pour la recette, on a besoin de chocolat blanc, forcément. Là, j'ai du beurre. Un peu de farine, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de farine, c'est vraiment pour garder le petit côté avec une texture comme il faut. On a un peu de sucre blanc, le citron vert, des œufs. Et pour accompagner le tout, j'ai préparé un petit coulis de fruits rouges, ça va aussi très très bien avec le chocolat blanc. Et puis je vois des petites feuilles vertes là. Oui, c'est pour décorer, c'est de la menthe. Ça rapporte encore plus de fraîcheur. La petite, comme Karima l'a demandé. La petite touche finale. Bon on espère que ça plaira à Karima. On va vous laisser travailler, ma chère Leslie. On fera le point tout au long de l'émission sur l'avancement de cette recette. C'est un moment dont on se souvient toute sa vie, Leslie. Enfin en principe. Et puis même si tout va bien, c'est un très très beau souvenir. Comment faire sa demande en mariage? Au moment de se lancer, on peut légitimement avoir quelques craintes. Et si il ou elle disait non? Et si j'étais ridicule, comment savoir? On vous dit tout aujourd'hui, juste après ça. Du classique genou à terre au saut en parachute, la demande en mariage est un moment unique dans la vie d'un couple. En 2016, 235 000 mariages ont été célébrés en France. La plupart du temps, ce sont les hommes qui déclarent leur flamme. Ils sont 88% à mettre le genou à terre. Et pour toute demande, il faut une bague. 700 €, c'est le prix moyen dépensé par les Français pour une bague de fiançailles. Veux-tu m'épouser? Cette question fait peur. 8 hommes sur 10 sont pétrifiés à l'idée de la poser et trouvent cela plus terrifiant que de nager avec des requins. Alors plier le genou sur une plage au coucher du soleil, dans un restaurant romantique ou dans un avion, comment faire la demande en mariage idéale? On en parle dans Eltom. Ah, la demande en mariage idéal. Alors, je ne sais pas si elle existe, mais je vais poser la question à mes invités du jour. Nicolas Garot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'agence Apothéo Surprise, qui se propose d'aider les hommes à déclarer leur flamme. En 12 ans d'existence, vous avez organisé pas moins de 1700 demandes en mariage. Félicitations, vous allez nous raconter comment vous procédez, quels sont vos meilleurs trucs. Alain Héril, bonjour, vous êtes psychanalyste et sexothérapeute, auteur de Dans la tête des hommes, aux éditions Payot. Enfin, Nicolas et Joanie, bonjour. Bonjour. Et félicitations. Merci. Merci. Puisque vous allez vous marier après que Nicolas a fait sa demande. C'était en février dernier, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. En fait, j'ai prévu en fait de lui faire la surprise, tout simplement de faire ma demande dans un cinéma. Dans un cinéma. Dans le nord de la France, oui, où on vit. En fait, je lui ai fait croire que j'avais gagné des places de cinéma pour aller voir avec ses copines qui étaient complices un film que les filles adorent. Et j'avais fait exprès de faire en sorte qu'elle soit dans la rangée de devant.
Et en fait, j'avais préparé plusieurs semaines à l'avance le tournage d'un vrai court-métrage de film d'action, en fait, dans la scène, dans lequel je suis mis en scène. Donc, une prise d'otage. J'arrive à me libérer grâce à mon meilleur ami. Je descends tous les obstacles qui seront face à moi. Et à la fin, je récupère la boîte qu'on m'a prise. Alors attendez, je vous arrête. Attention, suspense dans El Tom. Avant de connaître la fin et avant de savoir si Joanie a dit oui, le suspense est intense. On a justement récupéré un extrait de votre court-métrage. On va le regarder. Vous êtes qui? Vous voulez quoi à la fin? Alors maintenant, vous enlevez votre masque. Vincent? Je comprends pas. Maintenant, j'ai compris. On va la retrouver. Félicitations d'abord pour la qualité du film. Hein. Merci. C'est vraiment un niveau professionnel. Et alors, ce petit court-métrage, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, voilà, en fait, oui, donc j'ai la vidéo, en fait, j'ai fait en sorte que les 2 premières minutes, elles durent 8 minutes environ. Hein. Que les 2 premières minutes, Joanie soit bon, même pas encore dans la confusion, c'est-à-dire qu'elle pense que c'est une bande-annonce de film d'action, en fait, tout simplement. Puisqu'on ne voit pas ma tête. J'ai un sac sur la tête. Et au bout de 2 minutes, mon meilleur ami intervient, cagoulé lui aussi. Il descend mes assaillants et il enlève le sac. Et là, en gros plan dans la salle de cinéma, on voit ma tête. Donc là, C'est là que... c'est là que Joanie... Et là, vous vous dites quoi, Joanie? C'est une blague. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a pu encore inventer pour se retrouver là? Mais vous pensez pas à la demande en mariage? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, en fait, pendant les 6 autres minutes de la vidéo, je fais en sorte que ça soit un divertissement drôle, puisqu'il n'y a que des membres de la famille et des amis qui participent à cette vidéo. Donc mon meilleur ami, ses 2 frères, des collègues de travail, mais qu'à aucun moment elle se doute encore que ça soit une demande en mariage, en fait. Et donc, l'extrait qu'on a vu, en fait, c'est le dénouement, c'est le premier dénouement où, en fait, il s'avère que le big boss qui m'avait capturé à la base, c'est le grand frère de Joanie, qui est un peu le père, en fait, de la famille. Et donc, il valide, mais on ne sait pas quoi, mais il valide en disant, c'est bon, tu peux aller la retrouver, en me rendant cette boîte. Mais on ne sait toujours pas il y a quoi dans cette boîte, justement. Ce qu'il y a dedans. Et donc là, c'est la fin du film. La toute fin du film, c'est donc là on entendait le zouk commencer. C'était mon cousin qui venait me chercher, c'est pour la touche antillaise en fait, qui venait me chercher avec la voiture du boss qui l'avait volée. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit bah je suis là, je suis venu pour t'aider, je suis ton cousin. Je dis écoute il faut que tu m'amènes au cinéma le plus vite possible. Et je monte dans la voiture. Donc il faut savoir que cet échange se fait en créole et on l'a sous-titré en français. La voiture part, l'écran devient noir. Et en fait, on m'entend juste courir et demander où se trouve la salle de cinéma. Et là, on m'entend respirer fortement. Et la vidéo s'arrête à ce moment-là. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Moi, alors, j'étais dans les coulisses. On m'avait maquillé de la même façon que la dernière scène, en fait, de la vidéo. La chemise déchirée, le sang, pieds nus, en février. Donc, c'était un peu galère. Et en fait, au moment où la vidéo s'arrête, le générique commence, la musique démarre et je rentre dans la salle habillé de la même façon, comme s'il y avait une continuité, en fait, comme si la vidéo était diffusée en direct. Et j'arrive avec cette boîte que j'ouvre, et c'est peut-être à ce moment-là, enfin c'est toi qui vas le dire, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose. Réalisé. Ouais. Parce que, en fait, juste avant, je pensais que c'était vraiment un court-métrage pour son entreprise. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, il a été jusqu'au bout des choses, il a fait un petit court-métrage. Ah oui, et moi, j'avais pas compris que c'était une boîte. Pour moi, c'était vraiment une carte. Je sais pas, je pense que j'avais pas vraiment cerné la chose. Et en fait, c'est vraiment voilà, à la fin, je vois ma famille, je vois mes amis, je me dis, oh, mais il a vraiment mis tout le monde, c'est vraiment impressionnant. Il y a mis tout son cœur. Mais à aucun moment, je me suis dit que c'était une demande en mariage. Mais là, quand vous le voyez débarquer dans la salle de cinéma avec sa petite boîte, vous commencez à vous dire que... C'est vraiment quand il s'est mis à genoux. Ah ouais. J'ai fait le choix quand même de faire une demande en mariage avec une chemise déchirée, du sang et des ecchymoses quand même. Et pieds nus. Et pieds nus. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, on va aller jusqu'au bout du délire. Et puis au final, j'avais prévu donc avec sa famille et amis qui nous rejoignent, qui eux étaient en coulisses. Et donc au moment où j'ai mis mon genou à terre, ils sont tous arrivés derrière. Donc ça faisait un peu un cercle familial.
et amical. Et donc là, là, je me suis lancé et j'ai posé la fameuse question que tout le monde pose. Veux-tu m'épouser? Mais je l'ai crié, je crois. Oui, tu as hurlé, oui. Voilà. Et le générique était un peu fort. C'est ça une demande en mariage réussie, c'est quand jusqu'au dernier moment, pourtant c'est gros, c'est énorme, on se fera dans un film, mais jusqu'au dernier moment, tant qu'il n'y a pas le veux-tu m'épouser avec un genou à terre, Oui. on n'arrive pas à y croire. Mais c'est Et vrai. c'est ça de réussir à obtenir ce irréel. moment-là, cette magie-là, c'est irréel, voilà. Et c'est ce qui rend le côté époustouflant, quoi. Quand il y a la demande, on est sidéré, l'état de sidération. Et c'est Et ça, c'est ça une demande réussie, il y a très peu d'hommes qui peuvent aller jusqu'aussi loin quand même. Félicitations. Merci. Bravo. Mais alors, Joanie, vous vous dites quoi quand vous le voyez se il est mettre fou. à genoux Il est fou. Je me suis dit, il est complètement fou. Après, je me suis dit, mais c'est tout Nicolas. Il fait pas les choses à moitié. Et donc, du coup, j'oublie même de répondre. Je dis à mon ami qui est à côté, je dis à mon ami qui est à côté de moi, je lui dis, pince-moi parce que j'ai l'impression que c'est pas vrai en fait. Et j'ai les jambes qui tremblent. Et je me mets pas à pleurer parce qu'en fait, je suis choquée. Vraiment sidérée. Ouais. Et du coup, je dis à mon ami, pince-moi parce que j'ai l'impression que c'est pas vrai. Et au final, donc du coup, après, bon, j'avance. Et puis, je lui dis, mais tu es complètement fou. Et je lui réponds même pas parce que j'étais vraiment choquée. Et après, seulement, mon frère me dit, mais tu n'as pas répondu. Puis la salle était pleine, non? Oui. C'est ça qui est incroyable. Oui. Oui. Et c'était un public qui était venu voir le film à la base, hein, donc pas des complices. Les seuls complices, c'était les 5 meilleurs amis de Joanie. Oui, qui avait tout organisé aussi. On avait distribué des petits mots avant la séance, à tout le public en précisant, sachez qu'il y aura une surprise organisée. Donc ne vous étonnez pas si le film ne commence pas, etc. Vous vous attendiez, Joanie, à recevoir une demande de Nicolas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que on en avait déjà parlé, on était d'accord qu'on voulait se marier. Mais on n'avait pas fixé de temps, deadline. Voilà, c'est ça. Après, c'est sûr qu'on avait des projets. Moi, comme j'ai expliqué à Nicolas, Nicolas a commencé à me parler d'enfants et je lui ai dit, si tu veux des enfants, il faut se marier. Ah voilà. Donc, vous saviez ouais. vous saviez ce que vous aviez à faire. Voilà. Mais je pensais pas qu'il aurait franchi le cap. Et puis, après coup, en fait, il m'a expliqué tout le déroulement et c'était quelque chose qu'il avait préparé avant. Parce qu'il avait fait la demande à mon père préalablement, en demandant l'autorisation et tout ça. Je me suis dit, bon, ben voilà, il avait vraiment tout préparé. Vous auriez dit oui si ça avait été une demande en mariage plus classique? Bah oui, évidemment. Évidemment. Alain Héril, qu'est-ce que ça vous inspire, ce scénario? C'est-à-dire que je trouve qu'il y a là quelque chose qui, à la limite, qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que quand vous dites il est fou et tout ça, je trouve que c'est tout le côté irrationnel qu'il y a dans le lien à l'autre et puis dans le lien au mariage aussi, quoi. Donc si c'est banal, si c'est au quotidien, si c'est ce qu'on connaît déjà, à la limite, ça n'a pas de sens. Donc c'est un événement qui est exceptionnel, dont on se souvient toute sa vie. Quelle que soit la façon dont le couple va évoluer. Donc il faut que ça soit hors du commun. Et la sidération que vous avez vécue, elle va dans ce sens-là, quoi. Ça, vous en souviendrez toujours de ça. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et ça vous a touché qu'ils mettent autant d'inventivité Oui, c'est ça. dans sa demande? Et puis, tout le monde s'est impliqué, mais ma famille, les amis. Et oui, ça m'a Sans secret. Voilà, en secret. Et je me suis dit, et j'ai rien vu, en fait. La seule chose que j'aurais pu, on va dire, un peu imaginer, c'est un jour, sa sœur devait faire un tournage. Il m'a dit, elle a besoin de moi. Donc voilà, c'est la seule chose que je me rappelle, en fait, les mois précédents, la demande. Avant ça, je n'ai rien vu. Rien vu. Et même le soir même, il y a mes amis qui étaient là, tout le monde était réuni. Et je ne me suis pas posé la question, pourquoi elles sont toutes réunies? Je me suis dit, c'est marrant, tout le monde est là ce soir. Bon, voilà. Et à aucun moment, je me suis dit, c'est pour une demande en mariage. C'était compliqué après, parce que de cacher ça à sa future femme, parce que il y a le week-end du tournage, pour les soucis pratiques, parce que c'était juste un week-end, donc il fallait faire vite. J'ai pas eu le temps de me démaquiller. Et elle était de garde du matin, donc à 7h du matin, elle vient pour me faire le bisou du matin avant de partir. Et je me suis dit, je ne peux pas sortir ma tête de l'oreiller parce qu'elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces ecchymoses? Du coup, j'ai gardé ma tête et j'ai dû simuler un début de dispute en disant non, je veux pas t'embrasser. Mais elle fait, mais attends, mais je vais partir travailler 12 heures, il faut quand même que tu me fasses un bisou. Je fais, non. Elle fait, mais vraiment, t'es embêtant. Bon, laisse tomber, je vais travailler 12 heures, je serai pas contente et tout. Quand elle est partie, je me suis dit, mais comment je peux faire autrement? Mais c'était, elle aurait paniqué si elle m'avait vu avec le maquillage, là, de bon matin comme ça, là. Bon, je pense que tu te serais rattrapé quand même. Il aurait dit Là, oui. ça va être compliqué. Nicolas Garot, je le disais, donc vous avez organisé, vous, 1700 demandes en mariage. Oui, déjà. Toujours 12 ans. avec succès?
Oui, Vous pour avez eu l'instant, oui. quelques échecs. Non, j'ai pas eu Dites la d'échec. vérité. Bon, allez, non, j'avoue. Non, j'ai toujours eu des succès pour 2 raisons, en fait. D'abord, les hommes qui font appel à moi ont pris le temps de faire des recherches sur Internet, de se renseigner. Donc, ce sont des hommes attentionnés, amoureux, un peu comme Nicolas. Enfin, si avec des hommes comme Nicolas, je ferme ma boutique. Hein, donc, donc, ils prennent le temps de faire des recherches et ensuite, ils sont prêts à investir une certaine somme d'argent. Donc, ils sont sûrs de leur coup, en fait. Qu'est-ce que vous leur proposez Alors, il y a une trentaine de scénarios clés en main. Donc, il y a un scénario qui se passe au cinéma, mais c'est pas aussi poussé. Hein. La mise en scène, on m'a jamais demandé de faire un véritable film d'action, mais donc il y a un scénario similaire. Ce qui marche bien aussi, c'est le carrosse de Cendrillon qui surgit à Paris, place Vendôme. On voit le carrosse arriver lumineux. Et lorsque le couple arrive au carrosse, le cocher présente une boîte. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a à votre avis? On voit le carrosse. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Le soulier de verre, la reproduction du véritable soulier de Cendrillon en cristal. Et dans le cristal, il y a gravé princesse plus le prénom. Donc, par exemple, princesse Atlana. Donc, l'homme vérifie que c'est bien la bonne princesse, celle qu'il attendait depuis toujours. Oui, ça vaut mieux. Donc, Oui. ils sont, voilà, c'est la bonne. Ils sont invités à monter à bord du carrosse. Et c'est parti pour 1 heure de balade dans les beaux quartiers. Ça se termine par un dîner croisière sur la Seine. Donc, c'est un scénario qui marche pas mal. On peut également proposer une balade en avion et en plein vol, un 2e avion surgit avec le message d'amour gravé sur les ailes. Je peux envoyer le message d'amour également dans l'espace. Un dîner croisière avec 1000 roses qui tombent du ciel. Donc il y a 30 scénarios similaires. Également la colombe, la fameuse colombe messagère. Là, on reste dans les anciens temps avec la colombe qui vient avec le petit message attaché à la patte. Et la prétendante répond oui, un grand oui. Elle lâche la colombe s'envole pour rejoindre son chéri avec le fameux oui. Donc, Là, on est vraiment dans le romantisme et le conte de fées total. Mais il faut savoir que pour les femmes, la demande en mariage est vraiment très très importante. C'est pour ça que il y a un chiffre terrifiant, 80% des femmes se disent déçues par leur demande en mariage. 80%. 80%. Parce que les hommes font jamais comme Nicolas, ça n'arrive jamais, c'est très très rare. Et pour les femmes, c'est un moment très important. Depuis la petite enfance, on les habitue, on leur parle du prince charmant qui va arriver sur son cheval blanc. Peut-être même. Peut-être, c'est un autre débat. On les habille en rose, en princesse. Et si le jour de la demande en mariage, le prince n'est pas là, les femmes comprennent qu'il n'y aura plus jamais de prince. Donc c'est pour ça que c'est un événement vraiment très très important que les hommes souvent négligent. Alain Héril, qu'est-ce qui se joue entre 2 personnes qui s'aiment dans une demande en mariage? Voilà, il se joue évidemment beaucoup de choses, mais je crois qu'il y a la question de l'engagement. Je ne parle pas forcément de l'engagement dans le temps, c'est l'engagement amoureux. Parce que la personne à qui on fait cette demande en mariage, c'est une personne élue. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui met la relation sur un piédestal. On s'est reconnus l'un et l'autre. Donc là, il y a quelque chose de majeur qui se joue et dans la façon dont on engage ses sentiments, ses sensations, ses émotions, et qu'on va les partager avec l'autre. Donc là, il y a une énorme proximité qui se déclare et c'est toujours un moment qui est extrêmement fort, extrêmement beau, extrêmement puissant aussi. Hein. Bien entendu. Alors, pourquoi cette tradition de la demande en mariage? Avant de vous poser la question, sachez que, comme toutes les traditions, elles varient selon les cultures. Regardez. Demande en mariage, une affaire de famille? Demander la main de sa dulcinée ne rime pas forcément avec genou à terre et joli bague de fiançailles. Dans certaines cultures, la demande en mariage se fait en famille. C'est le cas dans la culture kanak en Nouvelle-Calédonie. Lina Wakaseou, étudiante kanak à Nice, a pu assister à cette cérémonie de la demande en mariage. Alors en ce qui concerne les demandes de mariage, déjà il faut préciser que l'individu kanak ou dans la société kanak, on fonctionne plutôt en communauté, en famille. La famille est très importante, le clan est très important, la tribu est très importante. Donc en fait, quand il y a une demande en mariage, l'homme ne fait pas la chose toute seule. Il va pas toute seule chez la fille pour lui demander la main. Ça se passe pas entre eux deux seuls en fait. Parce que en Nouvelle-Calédonie ou dans la culture kanak, on fonctionne beaucoup avec la coutume. Et la demande du coup va être faite de la part de la famille du garçon vers la famille de la fille. Mais bien sûr, ces familles représentent ces futurs mariés. Et si vous êtes très éloigné de toutes ces traditions, sachez qu'il est toujours de bon ton d'aller demander la main de votre belle à son père. Bon courage! D'où elle vient d'ailleurs cette tradition pour un homme de demander
la main de celle qui souhaite épouser à son père? C'est une tradition qui remonte à très loin, très loin. Je ne sais pas exactement de quand, mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'homme qui fait sa demande en mariage, qui va voir le père, c'est une manière presque de rapter la fille auprès de son père. C'est de dire symboliquement au père, voilà, cette femme, voilà, c'est plus ta fille, c'est ma femme. Donc dans ce lien-là, il y a quelque chose de très fort symboliquement qui se met en place et où, et je dirais même pour le père, il y a aussi tout un travail à faire, c'est d'accepter que sa fille, elle s'éloigne auprès d'un autre homme. Donc il y a un enjeu entre le futur époux et puis le père qui est très important relationnellement. Et alors des femmes qui vont demander la main de leur futur mari à la mère de l'homme, ça n'existe pas, en revanche? J'ai pas connaissance de ça, je sais pas si... Il y a des femmes qui viennent pour se faire aider pour leur demande en mariage? C'est très rare, à ma grande surprise, je pense avoir plus de femmes. Donc moi j'ai des amoureux qui viennent du monde entier, hein. J'ai des moitié français, moitié étrangers, beaucoup d'Américains, etc. Et il y a une chose commune entre toutes les cultures, c'est que c'est toujours l'homme qui fait la demande. Donc les premières années, j'avais peut-être 10% de femmes qui faisaient leur demande, qui choisissaient des choses un peu sportives, un peu folles, détonnantes. Et depuis quelques années, c'est l'homme. C'est toujours l'homme, en fait, qui fait sa demande avec la tradition, un genou à terre. On parlait du piédestal tout à l'heure, justement, de sublimer sa dulcinée. Je crois que ça remonte à l'époque des chevaliers ou avec les épées. L'amour courtois. Voilà, c'est ça. Tout à fait, Et donc, c'est toujours l'homme qui fait la demande. Bon, enfin, en 2017, les femmes peuvent faire leur demande aussi. Oui, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder aussi statistiquement, c'est la question de la tranche d'âge. Dans la tranche d'âge 25-35 ans, il y a un retour à la tradition. Les personnes qui ont 50, 60 ans maintenant, et qui sont issues des années 60-70, ne sont plus dans cette tradition-là pour tout un tas de raisons. Mais il y a vraiment un retour chez 25-35 de revenir à ce socle traditionnel-là dans le lien amoureux et dans le lien au mariage. Ça, c'est vrai que, en fait, dans mon cas, en fait, je voulais faire quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, mais toujours en gardant une trame traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai fait la demande de la main de Joanie à son père aussi, avant. J'ai eu sa bénédiction, oui. À mon grand étonnement. Je lui ai toujours dit, le jour où tu demandes ma main à mon père, je pense qu'il te dira non. Parce que comme je suis sa seule fille et qu'il est très proche de moi, je me suis dit, mais il lui dira non. Et au final... je l'ai fait donc, en présence de ses deux frères également. Ah oui. Et après, voilà, donc j'ai fait les trois d'un coup. Joanie, vous auriez pu imaginer faire votre demande, vous? Pour vous, c'était évident que c'était à lui de le faire? Oui. Oui. Oui, parce que c'est vrai que comme toute petite fille, on se dit, c'est à l'homme à le faire. Je me voyais pas... Ou alors, peut-être, ce qui aurait pu être envisageable, c'est qu'on le décide ensemble, d'un commun accord. Bon, voilà, on arrive à un moment de notre vie. Oh, tiens, pourquoi on se marierait pas? Mais de ma propre initiative, je ne l'aurais pas fait. Ça, c'est sûr. Et vous, Nicolas, si Joanie vous avait demandé en mariage, qu'est-ce que ça vous aurait fait? J'aurais eu l'impression qu'on me coupe l'herbe sous le pied. On lui voit quelque chose. Non, l'herbe sous le pied. non, mais non, j'aurais dit non, c'est moi qui te demande est-ce que tu veux m'épouser. Je pensais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai quand même une certaine valeur assez traditionnelle au final. Et pour moi, c'était nécessaire que, je le fasse, que ce soit moi qui le fasse. Et de deux, je voulais vraiment faire quelque chose qui reste gravé dans les mémoires. Alors vous avez planché sur votre scénario, ça vous a pris des mois de préparer cette demande en mariage. On peut aussi faire sa demande sans que ça soit forcément très réfléchi à l'avance. C'est ce qui est arrivé à Solange, qui vit en Martinique et qui nous a raconté son histoire sur eltom.fr. Mon mari et moi, nous étions en vacances à Belém, au Brésil. Nous nous promenions et nous sommes passés devant une bijouterie et nous avons vu 2 alliances dans la vitrine. Mon mari m'a dit on entre, on se les achète. Et quand nous sommes rentrés, nous avons essayé les alliances et elles nous allaient. Et là, on s'est regardés et on s'est dit, on se marie. Et ça s'est fait tellement vite que j'ai jamais eu de bague de fiançailles. Et ça m'a embêtée parce que mon alliance à mon doigt elle était certes jolie, mais il me manquait quelque chose. Progressivement, pendant 2 ans, j'ai essayé de faire comprendre à mon mari que je voulais une bague de fiançailles, bague qu'il m'a offerte 2 ans après. Ça n'a pas de sens, ça a été fait dans le désordre, mais voilà comment s'est faite ma demande en mariage.
Que dit le psy sur ces demandes en mariage comme ça, sous le coup de l'impulsion? Est-ce que ça marche aussi ou est-ce qu'il faut forcément que ça soit très réfléchi? Bien sûr que ça peut marcher. C'est vrai que quand il y a un cérémonial comme ce que vous avez vécu, vous, ça crée quelque chose de différent. Mais cette impulsivité-là, oui, elle peut marcher aussi parce que le couple, quand même, il y a une construction amoureuse qui s'est faite avant et c'est pas juste un coup de tête. On s'est pas rencontrés 2 heures avant et puis on achète ensuite des bagues de mariage. Je pense qu'il y a quelque chose qui est là et tout d'un coup ça émerge. Il y a une espèce d'évidence qui se met en place. Bon, elle dit dans le reportage que ça s'est fait dans le désordre, mais ça s'est fait quand même. C'est ça qui est intéressant. On se demandait tout à l'heure si c'était toujours à l'homme de faire sa demande. Je vous propose d'écouter à ce sujet une autre contribution assez intéressante à mon avis. C'est la jeune Antea qui est lycéenne en Guyane. Bonjour, alors dans la société actuelle, on nous inculque que c'est aux hommes de faire les demandes de mariage aux femmes. Mais pourquoi pas l'inverse? Ça pourrait changer la routine, ça pourrait être plus original. Moi personnellement, je ne pense pas que je le ferais. Pour moi, mon idéal de la demande au mariage serait que ce soit l'homme qui la fasse et si possible au moment où la femme s'y attend le moins. Pour moi, c'est le secret, on va dire, de la demande de mariage idéale. Ah, c'est intéressant ce qu'elle dit, Antea. Elle dit, bah oui, pourquoi les femmes ne pourraient pas faire leur demande? Ça serait moderne, mais finalement, quand mais je ne le ferai pas. Ouais, c'est ça. Mais moi, non. Elle est quand même C'est encore dans ce mythe du valeureux chevalier. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais je pense, je reviens à cette question du rapport au père. Hein. Pour moi, en tout cas, d'un point de vue psychologique, il y a vraiment un enjeu qui est là. Et quand vous disiez que votre père n'aurait peut-être jamais accepté, je trouve ça intéressant de la part du père d'arriver à lâcher sa fille, à accepter. Je l'ai vu dans ses yeux, hein, moi. Oui. Je l'ai vu. C'est un moment important pour un père. Hein. Personnellement, moi, je suis père et c'est vrai que tout d'un coup, voir sa fille qui part avec un autre homme que soi, alors oui, c'est logique, mais au niveau psychologique, c'est pas évident à lâcher ce lien. Vous avez eu une demande? Non, j'ai pas eu de demande. J'attends. Je garde mes filles avec moi. Mais parfois, les hommes essaient d'obtenir comme ça l'acceptation, l'approbation en fait de la famille ou de la belle famille. Mais de façon un peu maladroite, ça peut se passer lors d'un pique-nique en plein été. Ils sont pas conscients en fait qu'ils veulent l'approbation de la belle famille, mais en plein pique-nique comme ça devant tout le monde, voilà, j'ai quelque chose à dire. Alors c'est souvent un moment très embarrassant. Il vaut mieux faire comme Nicolas, faire la demande aux parents. À la limite, si on veut respecter la tradition, il faut la respecter complètement. Sinon, faire la demande comme ça devant la famille, lors d'un moment complètement incongru, c'est parfois un peu maladroit. Ça déstabilise les jeunes femmes. Alors il y a d'autres erreurs comme ça à pas commettre? Oh, il y a plein d'erreurs. Il y a des choses complètement folles. Il y a beaucoup d'hommes qui cachent la bague dans une coupe de champagne. Oui. Ça se fait beaucoup dans les grands restaurants. Mais ça se fait sans arrêt. Mais partout, tous les restaurants proposent ça. Sauf qu'il y a une statistique complètement folle. Dans ce cas-là, une femme sur 5 avale la bague. Ouais. Donc c'est pas comme dans les films. Hein. C'est la même chose pour la bague cachée dans un gâteau. Vous voyez, dans les films, c'est magnifique, avec tout en musique, c'est très romantique. Mais en vrai, il faut imaginer, il y a le petit filet de salive entre la bague, avec la farine qui colle. C'est pas terrible du tout. La bague pleine de chocolat. C'est vraiment pas une dent terrible. Cassée, oui. Une dent cassée, ouais. Donc c'est vraiment à éviter. Ou les demandes faites en plein concert. Alors on monte sur scène, on prend le micro, alors que c'est pas du tout. Si la jeune femme est fan d'un chanteur, elle vient voir ce chanteur. Et le fait de monter sur scène pour la demande en mariage, elle oublie complètement la demande en fait. Elle voit que s'approche du chanteur dont elle est fan. Et du coup, les émotions qui étaient destinées à la demande en mariage passent complètement au second plan. Donc là, dans ce cas-là, c'est complètement raté. On peut parler aussi de la demande en public lors d'un karaoké ou lorsqu'on s'improvise poète. Ou bien encore pire, ce qui marchait il y a quelques années aux États-Unis, les flash mobs. Alors ça marche peut-être dans quelques vidéos aux États-Unis, mais quand on essaie de reproduire ça. Alors expliquez ce que c'est la flash mob. Alors la flash mob, c'est vous arrivez, vous faites vos courses, vous êtes tranquille comme ça, vous poussez votre caddie. D'un coup dans le supermarché, vous voyez une personne, la musique se met en route, vous voyez une personne qui se met à danser, 2 personnes, 3 personnes, et tout le monde se met à danser en vous regardant. Alors là, vous êtes avec votre caddie, les jeunes femmes se disent mais qu'est-ce qui m'arrive là? Alors il y a son chéri à côté qui est mort de rire. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout le monde danse? Et au dernier moment, comme ça, sans raison, alors tout le monde danse hein, dans le supermarché, on ne sait pas pourquoi, et à un moment, l'homme se met à genoux, sans rien, veux-tu m'épouser? Et ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Comme ça. Et c'est la catastrophe. Les femmes sont écarlates, elles ne s'attendaient pas à ça, mais autant il faut être surprenant lors de sa demande, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas penser comment la surprise. Il faut penser au scénario en lui-même. Nicolas a une très bonne idée, on crée un peu le moment de suspense, qu'est-ce qui m'arrive, on n'a pas le temps de comprendre ce qui arrive, et c'est ce moment-là qui permet à la demande en elle-même d'être vraiment romantique. Et puis j'imagine quand même aussi que ça dépend des femmes. Il faut se demander quelle serait
la demande qui serait la plus adaptée à la personnalité de sa dulcinée, parce que je pense qu'il y a des femmes, au contraire, qui pourraient être très gênées d'avoir une demande en public et qui voudraient quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus sobre. Exactement, c'est vrai qu'il faut... comme la majorité des femmes détestent les demandes en public. Sauf là, c'est très particulier. Ça a été bien ficelé, mais je vous parlais du supermarché ou la flash mob, ça c'est vraiment évité, du karaoké, du concert, toutes ces choses-là qui sont vraiment à éviter. Mais parfois, certaines aiment le public, mais ce qui est intéressant lorsqu'on a des témoins, c'est des témoins extérieurs à la famille, en fait. Quand ce sont des anonymes, on voit ça comme une foule un petit peu compacte, on ne se rend pas compte, on n'a pas des regards, en fait, qu'on connaît. Donc là, ça peut être différent. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher, au fond, finalement, les personnes qui viennent vous voir? Elles veulent vivre ce qu'on voit dans les films, dans les traditions, et surtout, les hommes veulent vraiment épater leur dulcinée. Ils veulent souvent, on parlait des tranches d'âge, c'est souvent 25-35 ans, et les couples sont ensemble depuis en moyenne 2 ans. Donc 2 ans, on est encore au moment où la demande a un impact, on n'y croit pas, quoi. Et quand c'est au bout de 10 ans, c'est un peu différent. On sait qu'on va se marier, voilà, on est ensemble, il n'y a plus de surprise. Mais là, c'est encore 2 ans, ça passe très vite. C'est encore irréel. C'est ah bon, on va rester ensemble, on va faire notre vie ensemble. Il y a un côté magique. C'est pour ça que c'est vraiment le chiffre à retenir. 2 ans, c'est l'idéal. L'amour est un espèce de pic. Alors, je sais pas comment décrire ça d'un point de vue psychologique, mais au bout de 2 ans, on est encore dans la lune de miel, dans l'euphorie de l'amour. Oui, normalement, statistiquement, et beaucoup d'anthropologues ont travaillé là-dessus, il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans qui sont les 3 ans un peu magnifiques du début de la relation. Après, ça décline, mais ça peut remonter après, hein. Bien sûr. Hein, c'est très fluctuant, les histoires de couple. Mais poser sa demande au bout de 2 ans, c'est vraiment, effectivement... Le bon moment, parce que là, il y a quelque chose dans l'engagement, dans le lien à l'autre qui est extrêmement fort et même d'un point de vue hormonal, ça s'explique également. Hein, c'est bon. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de spécialistes, mais c'est effectivement le bon moment, c'est le pic, quoi. Vous étiez ensemble depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Et on a entre 25 et 30 ans. Donc voilà, on aurait pu être un client. Vous êtes pile poil dans la cible de la discussion du jour. Tout à fait. Ouais. Et surtout, les hommes veulent faire différemment de leurs camarades. Ils veulent se démarquer. C'est aussi une façon d'apparaître, on parlait du prince, d'apparaître comme le prince, d'être unique. C'est moi l'élu, il n'y en aura pas d'autre, c'est moi le meilleur. Donc il faut épater, il faut être différent des autres. Après, ça a valu quelques tensions avec certains amis à moi, parce qu'ils m'ont dit « Nicolas, mais qu'est-ce que t'as fait là, mais nous, on va faire quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Parce que là, elle nous met la pression maintenant. Et je sais, oui, c'est vrai. Au moins, c'était personnalisé, c'est pour ça que je l'ai fait. Et moi, mes amis, collègues m'ont dit oui, tu as beaucoup de chance, c'est vrai. Parce que bon, certaines jeunes filles ont eu une demande et elles n'ont pas eu autant de chance que moi, c'est vrai. Ils m'ont dit mais c'est génial. Après, il y a d'autres discours. Certaines personnes ne comprenaient pas le scénario. Mais pourquoi il a fait un film d'action? Je dis non, mais ça c'est Nicolas. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est très personnalisé. C'est très personnalisé. Qu'est-ce que ça change dans un couple, une demande en mariage? Il y a un avant et un après Oui, il y a un avant et un après, parce que là, je parlais d'engagement tout à l'heure, c'est vraiment ça qui est en jeu. Et en même temps, l'amour, c'est pas rationnel. On sait très bien que ce qui peut tuer l'amour, c'est le quotidien, c'est les contraintes et tout ça. Donc tout d'un coup, on se met sur un terrain qui est un terrain où l'imagination est au pouvoir, l'irrationalité, et là, ça donne une saveur au lien d'amour qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, et ça crée ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire un ancrage positif, c'est-à-dire ce que vous avez vécu là, vous en souviendrez toujours, et à chaque fois vous allez revenir sur ce moment-là, qui est un moment fondateur. Et on est en dehors du quotidien, on est dans quelque chose qui est certes romantique, cinématographique. Voilà, c'est ça l'amour aussi, parce que si l'amour n'est que la reproduction du quotidien, voilà, on s'ennuie très vite. Hein. C'est important d'amener l'amour sur quelque chose d'autre, d'inattendu, d'inespéré. Et l'enjeu, il est là. Et la demande en mariage, elle crée ça. Elle crée la possibilité de l'inattendu et de la surprise.
J'ai eu beaucoup de témoignages justement en 12 ans, beaucoup de retours. Ça fait des gens depuis se sont mariés, ont eu des enfants. Ils ont divorcé. Peut-être. Hein, ça j'ai pas eu de retour. Ça, Par contre, vous ils m'ont rien suivez envoyé. Ils m'ont pas envoyé de carton d'annonçant le divorce. Moi, je le suis dans les thérapies de couple. Ça c'est après. Ça, c'est mon travail. Service après-vente. Oui. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que les témoignages que j'ai eus, c'est à chaque fois les couples ont un meilleur souvenir de la demande en mariage que du mariage en lui-même. Ah oui. Parce qu'ils vivent un moment unique, ils sont tous les deux. Ils s'envolent en fait, ils sont sur un nuage. Et la jeune femme est au courant de rien, bien sûr, Il y a avant pas la la demande. pression des invités. Et voilà. Et le mariage, il y a la pression des invités. Est-ce que le traiteur va être là, etc. Donc c'est un élément assez important. Il y a une chose importante, excusez-moi, Oui. c'est que vous parlez de la différence entre la demande de mariage et le mariage. Il y a une échelle officielle de stress qui a été créée il y a une quinzaine d'années. Ouais. Le mariage est en position 5. Le mariage, pas la demande en mariage. C'est un événement extrêmement stressant. Hein, donc là, la demande en mariage joue sur un autre terrain. Vous confirmez? Chronophage aussi. Ouais, exactement. Bon, je suis quand même obligée de vous poser la question, je veux pas casser l'ambiance, mais si la personne répond non, ou alors j'ai besoin de réfléchir, non c'est non, a priori ça veut dire que le couple ne survit pas. Si, tiens, est-ce qu'un couple peut survivre à un non? Peut survivre à un, écoute, moi aussi je t'aime, mais j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie qu'on se marie tout de suite. Ça veut dire sans doute que c'est pas arrivé au bon moment, mais c'est pour ça que je parlais des couples qui faisaient appel à moi, qui se connaissaient depuis 2 ans. C'est un moment où ils sont sûrs de leur coup, ils sont sûrs de vivre un moment fort. En principe, j'ai pas eu de problème de ce genre-là. Oui, on peut avoir le problème quand le couple est ensemble depuis plus longtemps, c'est-à-dire 7, 10 ans, que la demande de mariage arrive à ce moment-là, et puis qu'il y en a un qui dit, mais écoute, on a vécu comme ça jusqu'à présent, ça se passe bien, pourquoi se marier, pourquoi se mettre cette pression? Et le couple peut continuer. Mais il va y avoir une espèce d'entaille quand même dans la relation. Ce non-là, il va continuer à être quand même présent et à un peu gêner la possibilité de la relation. Hein. J'ai quand même eu des clients qui ont témoigné du fait qu'ils avaient eu plusieurs noms avant, parce qu'ils ont fait leur demande soit par SMS. Attendez, avec des femmes différentes ou avec la même femme? Ah non, avec la même femme, J'ai tombé sur un chiffre, ça a vérifié, mais j'ai tombé sur une statistique, c'était une étude américaine qui montrait qu'une femme sur 10 était demandée en mariage par SMS de nos jours. Alors, j'ai pas vérifié le chiffre, mais j'ai trouvé ça hallucinant. Mais j'ai eu des clients qui m'ont témoigné de ça. Si on met des beaux smileys. Oui, c'est ça. Ils ont dit ça va être original par SMS, mais non, c'est pas original du tout. Ou avec la bague cachée dans un œuf en chocolat. Il y a à peu près 1000 personnes qui font de moins de 25 ans la plupart du temps qui font cette demande-là. Et les clients m'ont dit, j'ai eu plein de noms, elle m'a dit non, tu te moques de moi. Mais en fait, elle voulait dire oui, mais elle m'a dit non, tu me fais une belle demande et je te dirais oui. Donc voilà. Mais SMS, ça veut dire sans mariage solide. C'est un bon moyen mnémotechnique pour se rappeler de ne jamais faire sa demande par SMS, messieurs. Bon, finalement, si pour résumer, une demande en mariage réussie, c'est quoi? C'est celle où la personne répond oui? Pour qu'elle réussisse, c'est pas que oui. Il faut 3 étapes, une étape suspense, une étape romantique et l'étape apothéose avec la demande en elle-même. Faut diviser en 3 étapes. Il y a un cheminement à suivre quand on met en place un scénario. C'est pas si simple que ça. Bon, il nous reste à vous souhaiter un beau mariage. Merci. C'est pour quand? Avril 2018. Donc dans 5 mois, mariage mairie en France. Et après, on a décidé, puisqu'on fait jamais les choses à moitié, de se marier en Inde. D'accord. Donc là, vous êtes en plein dans les préparatifs. Oui, d'où les cernes et les yeux rouges. Si vous avez besoin d'un psy pour vous marier en Inde, j'aime beaucoup le Kerala. Oui. Et puis si vous n'avez pas obtenu la réponse espérée, sachez qu'ici à Eltom, on vous laisse pas tomber puisqu'on se demandera lundi prochain comment on se remet d'une rupture amoureuse. Ça ne vous concerne pas du tout. Merci à tous les 4. On se retrouve à la fin de l'émission en cuisine pour déguster tous ensemble les petits cœurs coulants de Leslie. Alors Leslie, je sais pas si vous avez écouté la conversation, je vous informe que la bague dans le gâteau, c'est terminé. Hein. C'est complètement ringard. Le filet de bave, tout ça, ça va pas du tout. Alors, oui, Sonia. Oui, Leslie. Donc, j'ai déjà préparé quelques petits cœurs au chocolat blanc. Et en fait, là, il me reste 2 petits que j'allais enfourner. Et l'astuce, alors là, on a préparé des moelleux au chocolat blanc. Mais on peut obtenir un petit cœur coulant si on veut faire fondre sa dulcinée en plus. Et donc, la petite astuce, toute simple, vous voyez, c'est d'insérer dans la pâte à gâteau un petit carré de chocolat et qu'on va le faire cuire en fait. Il va. C'est comme ça qu'on fait le cœur. Voilà, exactement. Et après à la cuillère qu'on va le déguster, on aura tout le chocolat fondu. Et ça marche aussi avec le chocolat noir.
Ça marche parfaitement avec le chocolat. Toujours le même principe. Exactement le même principe, Sonia. Bon, et la bague, on la met où alors, Leslie? Ah bah la bague. Alors, on teste. Et oui, la bague aussi. Ah bah oui, la demande ringarde. Dangereuse surtout. Mais visiblement, hein, comme vous l'avez dit, qui marche, puisque beaucoup le font. Eh oui. Donc Ça passe au four Oui, c'est de l'or. C'est de l'or, donc du coup, ça passe très bien au four. 180 degrés. 180, c'est parfait, elle va pas fondre. Bon, super. Je vois que vous avez bien avancé. Je vais vous laisser terminer avant de se retrouver pour déguster ces magnifiques petits cœurs coulants. On va passer d'abord à la revue du monde de Gaëlle Mallet, puisque Gaëlle va nous rejoindre dans un instant et Gaëlle va nous présenter des demandes en mariage assez spéciales. Elle aussi, on commence avec des demandes olympiques. Regardez. La demande en mariage, prochaine discipline olympique, les terrains de rugby ou encore les abords des bassins olympiques, des terrains de jeu idéaux pour faire sa demande en mariage. Lors des derniers JO de Rio, les demandes en mariage d'athlètes en public se sont multipliées. En l'espace de 10 jours de compétition, 4 demandes en mariage ont été formulées. Le quotidien britannique The Guardian avait même proposé d'en faire la 43e discipline olympique. Camille Malnory, auteur d'un article à ce sujet, revient sur ces demandes en mariage qui ont marqué ces JO. Il y en a une qui est extrêmement symbolique, c'est la toute première, celle de Marjorie Enha, qui a demandé en mariage la joueuse brésilienne de rugby à 7, Isadora Cerullo, à l'issue de la remise des prix de rugby à 7. Alors pourquoi elle est symbolique? C'est que déjà le Brésil a ouvert le mariage homosexuel en 2013, donc quelques années avant, et en plus les JO se sont passés dans un contexte assez homophobe sur Internet. Il y en a une autre qui a beaucoup fait parler d'elle également, mais de façon beaucoup moins positive, c'est celle du plongeur chinois Shi Tingmao qui a demandé en fait sa compagne Ezi en mariage alors que la jeune femme venait de recevoir sa médaille d'argent en plongeon. Et du coup, on a accusé l'athlète de voler ce moment à sa compagne puisque après cette demande en mariage bien précise, on a beaucoup parlé de cette demande et pas du tout de la médaille d'argent de Ezi. Rassurez-vous, toutes ces demandes ont été accueillies par une réponse positive. Est-ce que la tendance persistera? Réponse aux prochains Jeux Olympiques d'été qui auront lieu en 2020 à Tokyo, au Japon. Oh, dites donc, j'adore cette émission, Gaëlle, j'ai des frissons partout. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors on continue avec justement les demandes en mariage un peu spéciales, mais notamment qui gardent le lien avec la tradition, notamment dans certains pays. Moi je vous emmène à Madagascar, l'île Rouge, et qui est située justement donc à peu plus de 600 km de Mayotte et 900 km de l'île de la Réunion. Même si on y constate une modernisation progressive en fait de mariage malgache, on a de nombreuses zones, notamment des zones rurales, qui tiennent à leurs traditions ou coutumes. On ne déroge pas avec les traditions, notamment dans le sud-ouest de l'île, dans une des tribus du sud-ouest de l'île, qui veut que le futur époux malgache offre ou même vole, c'est encore mieux vu par la belle famille, des zébus, et qu'il offre ainsi à la belle famille. Il se dit même qu'autrefois, en fait, le beau-père pouvait refuser d'accorder la main donc de sa fille si le prétendant n'avait pas suffisamment offert de zébus. Je vous propose d'écouter à ce sujet Enitsoa Rafalia, qui est photoreporter à Madagascar. Selon la coutume des Etnibar, un peuple semi-nomade du sud-ouest de Madagascar, un jeune homme ne peut prétendre au mariage sans avoir volé un zébu qui servira de dot pour les parents de la mariée. Cette pratique consiste à prouver que le futur mari est un vrai homme qui est capable de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. C'est pour démontrer aussi que c'est un homme fort, courageux, débrouillard et qui a sa place au sein de la société. Mais depuis l'apparition du phénomène d'Aal, ou les bandits du Grand Sud, qui commençaient à voler des zébus pour faire du business, la coutume est devenue de moins en moins pratiquée. Donc une coutume un peu moins pratiquée en raison justement d'un vaste réseau de grand banditisme de zébus. Les voleurs de zébus appelés Daal, c'est ce que disait justement Enitsoa, qui secouent notamment le sud de l'île parce que ces voleurs de zébus sont souvent armés. Je vous rappelle que le zébu est vraiment un signe de richesse à Madagascar, qu'il est indissociable de la culture mais aussi de l'économie malgache. Alors les malgaches, Gaëlle, ne sont pas les seuls à tenir coûte que coûte à leur coutume pour la tradition de la demande en mariage. Exactement, les Russes ne sont pas
pas en reste. Donc la Russie, qui est située comme à 10 000 km de l'île de la Réunion, mais on l'avait évoqué dans une précédente revue du Monde, on a une petite communauté russe à l'île de la Réunion. Alors les Russes sont vraiment attachés, sont vraiment superstitieux en matière de mariage. On a un journaliste russe, Alexei Karine, qui nous en dévoile un peu plus sur toutes ces traditions russes en lien avec le mariage. Il existe beaucoup de coutumes et de traditions liées à cette cérémonie. Le fiancé ne demandera jamais la main de sa future épouse le 13 du mois, vu qu'en Russie, on pense que ce numéro porte malheur. On ne demande jamais une personne en mariage au mois de mai, puisque la prononciation du mot est similaire au verbe souffrir. Et il existe aussi des traditions qui ne se suivent plus, comme demander en mariage uniquement les jours impairs, ou de ne pas demander en mariage ni le mercredi ni le vendredi. Il y a également une tradition très intéressante, il s'agit du rachat de la mariée. Quand le fiancé arrive à la maison de sa future épouse, il doit passer plusieurs épreuves et répondre à des questions dans le but de pouvoir entrer dans le domicile de sa fiancée. J'ai eu peur quand j'ai entendu rachat de la mariée. En fait, les défis que le futur marié donc, doit notamment relever sont par exemple réciter un poème ou encore se souvenir du lieu de son deuxième rendez-vous avec sa future épouse. Il doit vraiment prouver en fait son engagement. Je vois Nicolas qui réfléchit. Ça, Nicolas. Vous l'avez, c'est bon? Je l'ai. Ok, je vous interroge dans 10 secondes. Il doit vraiment prouver son engagement donc vis-à-vis justement de sa belle famille, de sa future mariée, pour qu'elle puisse ainsi quitter sa famille et se marier avec lui. Nicolas, le deuxième rendez-vous, c'était où? Vaut mieux pas le savoir. Ah, d'accord, très bien. Bon, voilà, j'ai bien fait de poser ma question, moi. Gaël, un futur marié russe qui doit donc démontrer qu'il mérite la main de sa future femme. Dernière escale à présent en Bosnie-Herzégovine. Direction la Bosnie-Herzégovine, où les traditions liées au mariage sont également très importantes. Cela commence par les vêtements. Les convives portent en fait des tenues traditionnelles pour chaque grand événement, et notamment le mariage. Ça s'appelle donc le Narodna Noshnia. J'espère que j'ai bien. Donc on voit là les images, ces tenues de fête pour l'occasion, notamment pour les mariages. Je vous propose d'écouter à ce sujet Renata Glavinka depuis Sarajevo. Un mariage traditionnel bosniaque commence lorsque le marié et sa famille se rendent chez la mariée pour la récupérer et rejoindre les autres convives. Chacun a sa voiture décorée avec des fleurs, des rubans et parfois des ballons. La voiture la plus décorée est bien entendu celle des mariés. Tout le monde se rend sur le lieu du mariage municipal ou religieux si c'est un mariage musulman ou chrétien. La cérémonie en elle-même est très festive. Un groupe de musique se produit sur scène. Il y a de la musique folklorique appelée Sevdalinka. Donc un mariage traditionnel bosniaque qui a quand même quelques similitudes avec le mariage français. Des voitures de cortège décorées qu'on appelle les svatovi. On a une cérémonie qui est plutôt festive, comme vient de nous dire Renata. D'ailleurs, pas de mariage sans musique ni de danse. C'est la danse traditionnelle folklorique donc en Bosnie-Herzégovine, c'est le kolo. Je vous propose, avant de nous quitter, un petit extrait de kolo. On l'écoute tout de suite. Ça vous a plu cette chronique, Nicolas? Les demandes en mariage olympique, non, c'est vraiment éviter déjà le lieu de faire sa demande sur le lieu de travail. C'est pas terrible pour un athlète. C'est comme si le charcutier écrivait dans sa boutique « Veux-tu m'épouser avec des saucisses ?» C'est vraiment... Et la sueur de l'olympisme n'est pas compatible avec le romantisme. Ah, vous avez vu, cet athlète-là, il a été accusé d'essayer de voler la vedette à sa future femme. C'est pas le lieu pour. Donc on évite les cérémonies olympiques. Exactement. Bon, pour les kidam, ça va, c'est pas trop difficile.
Merci beaucoup Gaëlle. Avant de se retrouver en cuisine tous ensemble pour déguster les petits cœurs coulants de Leslie, la minute drôle. Ah non, l'appel à témoins, j'ai oublié. Oui, on n'a pas oublié l'appel à témoins. L'appel à témoins pour une prochaine émission, Gaëlle. Alors, en finir avec le mal de dos. Donc, c'est le prochain thème de notre émission. Vous avez longtemps souffert d'un mal de dos chronique et vous avez enfin trouvé la solution. Ou au contraire, après moi. C'est ça. Ou au contraire, vous cherchez toujours comment guérir. Venez nous en parler donc sur notre plateau directement ou encore sur eltom.fr. On vous attend. Merci beaucoup Gaëlle. La voilà donc, la minute drôle, c'est maintenant. Mon amour, ça fait maintenant 5 ans qu'on se connaît. 5 ans qu'on vit ensemble. 5 ans que je suis avec toi. 5 ans que mon cœur brûle d'amour pour toi. Laisse-moi te demander aujourd'hui, est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est parce qu'en fait, je croyais que tu allais me demander en mariage. En mariage? Bien vu. Mais bon, comme on le disait tout à l'heure, en général, quand on a bien préparé sa demande, on a plutôt droit à un oui, c'est ça? Oui, on peut rassurer tous ceux qui nous regardent, qui hésitent. Ah oui, c'est ça. Vous, c'est votre truc. Moi, j'aime bien faire pleurer les femmes. Sinon, c'est loupé. Bon. Alors, on a rejoint Leslie en cuisine pour le final de cette émission en apothéose avec ses petits cœurs coulants, Leslie. Moelleux, pardon. Oui. Bon, c'est presque pareil, on en a fait de toute façon. C'est ça. Vous nous avez montré tout à l'heure comment on faisait un cœur coulant, mais là, ce sont des moelleux. C'est des petits moelleux, donc chocolat blanc, citron vert, que j'ai agrémenté avec un petit coulis fruits rouges qui va apporter un peu Le citron vert, vous l'avez zesté comme ça sur le dessus? Alors, je l'ai mélangé à la pâte et j'en ai zesté un petit peu aussi pour la petite déco, pour la petite touche de rappel. N'hésitez pas à goûter. C'est beau. Une petite. Allez-y. On n'a pas envie d'y toucher. Ah, si. Merci. Hop. Merci. Merci. Je vous laisse goûter. Je peux? Oui. Sonia, n'hésitez pas. Karima, je déguste. Tout le monde a peur de tomber sur la vague. Karima, on déguste ce délicieux moelleux à votre santé. On vous laisse le tester chez vous et puis vous nous direz s'il vous a plu. Merci. Sans bague garantie. C'est très bon. C'est vrai que le citron vert, là, ça donne vraiment une petite touche de peps. De chocolat. C'est délicieux. Je vais finir ma bouchée. Avant de vous annoncer que vous retrouvez la recette de Leslie sur eltom.fr, comme d'habitude. L'émission est rediffusée ce soir à 18h55. Ça m'apprendra à être gourmande. Et puis nous, on se retrouve demain, même endroit, même heure. Merci. Merci. Ils ont le souffle coupé. C'est pas par la demande en mariage, c'est par ce délicieux gâteau de Leslie. Bon, ça vous plaît? Super bon.